qui m'amène à votre ouvrage, donc, qui comporte cette introduction qui est une théorie judiciaire féministe. Je l'ai dit dans le bon sens. Traité de féminisme judiciaire. Traité de féminisme judiciaire. Et après ce petit traité, qui est introductif, le terme petit n'est pas péjoratif. Je le retiens pourtant. Non, vous avez tort, un petit traité de... je n'ai pas tout de suite des noms, mais enfin, il y en a quand même quelques grands noms de philosophes hommes qui écrivent des petits traités. Donc, non, ensuite viennent des portraits de femmes, de premières femmes, de pionnières, et alors, vous en faites 18 17. Bon. Et on ne peut pas parler, on ne va pas les évoquer tous. Est-ce qu'il y a quelques portraits qui se détachent dont vous avez spécialement envie de parler aujourd'hui ? Alors d'abord, je voudrais vous parler de manière générale de ma démarche de ces portraits. Il m'a semblé indispensable à un moment de se pencher sur notre histoire collective dans la magistrature. Ce qui n'avait jamais été fait en réalité. Oui, c'est-à-dire que tout à coup, au bout de plus de 20 ans de magistrature, je me suis dit, mais qui est donc la première femme magistrate ? C'est cette question-là qui est fondatrice. C'est vraiment à partir du moment où je me suis posé cette question que je me suis aperçue que personne ne savait me répondre. Et ça a été quelque part pour moi une sorte de révélation intellectuelle qui a été de me dire finalement le corps n'a pas gardé trace de cette pionnière. Alors qu'on a gardé trace de la première femme avocate. Complètement. Alors Jeanne Chauvin, tout le monde la connaît. Les avocates ont conservé leur mémoire. Vous tapez sur Google, vous trouvez un portrait d'elle, le texte de sa première plaidoirie. Enfin, tout le monde sait qui est Jeanne Chauvin. Dans la magistrature, tout le monde ignorait le nom de Charlotte Béquignon-Lagarde. Alors, on va en parler en toute objectivité. Qui est-elle ? Et ce que vous faites dans votre livre, je fais un petit détour, c'est que vous associez à un nom un concept. Alors, qui est-elle et quel concept, quelle notion rattachez-vous à son nom ? Alors, elle est d'abord votre grand-mère, mais au-delà de cela, elle est vraiment un symbole pour nous, vraiment un rôle modèle, emblématique, la première femme magistrate. Alors, il faut dire d'elle d'abord qu'elle était une personne exceptionnelle. Voilà, la première femme agrégée de droit en France. Bon, sacrée personnalité. Quelqu'un qui va tenir son rôle de professeur à la faculté de Rennes pendant la guerre et qui finalement va être repéré par le gouvernement de De Gaulle qui, après le vote de la loi du 11 avril 1946, loi qui va permettre à l'un et l'autre sexe de rendre la justice en France, le gouvernement va chercher une femme. Vous savez, cette fameuse question, comment trouver une femme ? Bon, il la cherche et il la trouve et elle est nommée directement à la Cour de cassation où elle va entrer le 16 octobre 1946. Et alors, je me permets cette question parce que je la connais un peu, elle n'était pas du tout féministe. Alors peu importe, elle était un modèle. Malgré elle, si elle ne le voulait pas et si elle ne voulait pas l'identifier comme étant un étendard, elle est pour moi un symbole. Cette première femme magistrate, elle va rester 19 ans à la Cour de cassation, sans que finalement grand écho soit donné à sa présence et sans qu'elle-même ne soit valorisée et qu'elle ait elle-même envie de se valoriser. Et cela découle donc directement du concept que j'associe à son portrait, l'invisibilisation. Je pense qu'effectivement, les femmes de ces générations-là, elles étaient portées par tout un mouvement, parce que le féminisme n'est pas nouveau, en quelque sorte, même s'il a eu des vagues, et que plusieurs conquêtes ont été portées par plusieurs générations, en fait, de femmes. Alors, ces femmes emblématiques, peut-être aussi, ne se sentaient-elles pas trop le droit d'évoquer ce sujet ouvertement, car elles savaient bien qu'elles n'étaient pas forcément les bienvenues. Et c'était le cas pour Charlotte Béquignon-Lagarde, qui n'était pas bienvenue dans ce milieu de la magistrature qui a longtemps résisté, très fortement résisté, à l'entrée des femmes au sein du corps. Alors, autre femme dont le parcours vous tient à cœur, c'est Suzanne Schall, qui elle aussi finalement n'est pas très connue dans l'univers judiciaire à laquelle vous rendez justice. Alors, après Charlotte Béquignon-Lagarde, j'ai vraiment voulu dresser toute une série de pionnières, des portraits de toutes ces femmes dont on n'avait plus entendu parler et que j'ignorais moi-même parfaitement. Donc je me suis posé une question simple, après la première femme magistrate, qui première procureuse ? Qui première présidente ? Qui première procureure générale ? Et qui première présidente d'une cour d'appel ? Et c'est ainsi que j'ai découvert Suzanne Schall, qui en 1978 sera la première femme, première présidente de cour d'appel. Elle le restera 13 ans. Et elle est un symbole parce que c'est le début de la hiérarchie judiciaire. On a ce qu'on appelle chez nous la hiérarchie judiciaire. Et alors, quelle notion vous associez à ce nom ?
Suzanne Schall. Alors Suzanne Schall, c'est un parcours intéressant parce que c'est une femme qui a vraiment exercé dans les tribunaux au fond, on va dire, contrairement aux premières pionnières qui quand même finalement sont restées plutôt au ministère ou à la Cour de cassation. Suzanne Schall a vraiment travaillé dans les juridictions, elle a été nommée plus jeune conseillère de France à l'époque, puis ensuite première présidente. Elle a porté beaucoup de questions autour des femmes, elle a fait un magnifique discours qui s'appelle « Les femmes sous la toge ». Oui. Premier discours qui s'interroge sur cette question de la présence des femmes dans la magistrature. Elle le fait avec beaucoup de délicatesse et d'intelligence, et ça m'a beaucoup plu. Et alors, est-ce qu'elle est, Suzanne Schall, comme d'autres pionnières dont vous faites le portrait, une femme seule, une femme qui a une vie en dehors de sa fonction de magistrate? Alors c'est une vraie question. Oui. Faut-il être seul pour réussir sa carrière ? Faut-il avoir renoncé à toute vie personnelle pour avoir un parcours professionnel? Alors ça, c'est une question que beaucoup de femmes, notamment de ces générations, se sont posées. Il se trouve que Suzanne Schall, elle ne l'a pas résolu ainsi, puisqu'elle avait un époux et un enfant, une fille que j'ai rencontrée. Mais beaucoup d'entre elles, néanmoins, de mes pionnières dont j'ai dressé le portrait, sont effectivement des femmes qui se sont entièrement consacrées à leur parcours professionnel. Il y a une autre femme, et ça c'est intéressant, sur le thème de la peine de mort. Bon, et on connaît tous le texte de Robert Badinter qui s'appelle L'exécution, et pourtant il y a un autre texte sur le même sujet, sur la même histoire et le même récit, texte qu'on a oublié et injustement oublié, qui est celui de Monique Mabelli, autre pionnière dont vous parlez. Il faudrait que vous nous en disiez un mot. Je crois que cette femme et son discours valent largement le détour. J'ai été beaucoup touchée par l'histoire de Monique Mabelli. Qui est-elle? Elle est simplement juge d'instruction à Marseille à cette époque. Une des pionnières au pénal, bien sûr, mais elle est juge d'instruction. Mais il se trouve qu'une exécution capitale est prévue à la prison des Baumettes. Et le président du tribunal la désigne. Elle est juge d'instruction, c'est à elle d'y aller. Et elle est donc choisie pour assister à cette exécution capitale. Elle sera donc la première femme juge à assister à une exécution capitale. Mais au-delà du fait qu'elle va y aller, très physiquement, concrètement, à 4 heures du matin, en réalité, quand elle va revenir, vers 6 heures, elle va se mettre à son bureau et écrire un texte, vous savez, ces textes d'écriture automatique, où on ne réfléchit pas, mais où les émotions, en fait, émergent en fonction de ce qu'on vient de vivre. Et bien sûr, elle avait vécu un moment très très fort. Et elle écrit alors un texte magnifique sur ce qu'elle vient de vivre, sur la force de cette exécution capitale et de cet homme qui va mourir sous ses yeux. Et ce texte, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas voulu le rendre public. Au contraire, elle l'a gardé dans un tiroir où il va rester plus de 13 années avant que son fils ne le retrouve. Et se demandant quoi en faire, se tourne vers Robert Badinter. Et Robert Badinter en fait quoi? Robert Badinter le publie dans Le Monde, immédiatement, avec un commentaire expliquant qu'il pense que c'est un texte très important. Il est aujourd'hui conservé à l'École nationale de la magistrature.